Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la sécurité intérieure et à la lutte contre le terrorisme. Le Parlement a définitivement adopté ce texte qui doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre après un ultime vote du Sénat. Les communistes ont voté contre, les socialistes se sont abstenus. Alors au centre de ce texte controversé figure le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative, les préfets, le ministre de l'Intérieur, pour assigner quelqu'un non plus à résidence, mais dans un périmètre au minimum égal à la commune, pour réaliser des perquisitions, pour fermer un lieu de culte ou encore faire des contrôles d'identité aux frontières, le tout sans feu vert judiciaire, excepté les perquisitions. Alors le Sénat a tenu à mettre en place des garde-fous pour préserver les libertés, avec en particulier la clause d'autodestruction. Cette disposition, inventée par les sénateurs, a été étendue à toutes les mesures restrictives de liberté. Voilà donc tout de suite direction l'hémicycle pour suivre cette séance. Madame la ministre, toujours aussi brillamment entourée, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l'élaboration d'un texte qui n'est pas sans poser un grand nombre de difficultés, que nous avons déjà débattu et voté au mois de juillet, qui a ensuite été modifié par l'Assemblée nationale et qui nous revient après un accord trouvé en commission mixte paritaire. Mais puisque c'est la fin de ce débat, un débat qui fera date, je pense, je veux, avant de rentrer dans le détail des mesures que ce texte comporte, revenir sur une question fondamentale, qui est presque un préalable. Faut-il ou non lever l'état d'urgence? Nous ne pouvons pas donner à l'État les mêmes moyens dans une loi permanente que ce qu'il trouve en appliquant une loi d'exception. Si l'état d'urgence permet à l'État d'utiliser des dispositifs qui donnent une efficacité maximale à la lutte contre le terrorisme, c'est parce que ces mesures sont temporaires, c'est parce qu'elles donnent lieu à un contrôle parlementaire et que d'ailleurs elles ne peuvent être prorogées au-delà de quelques mois sans un nouveau vote du Parlement. C'est parce qu'elles sont soumises à un contrôle de proportionnalité du juge administratif. Ainsi, et dans le respect de ces conditions, les mesures de l'état d'urgence sont acceptables, malgré les restrictions qu'elles apportent aux libertés publiques, dont le Sénat est historiquement un défenseur, en même temps qu'il a à cœur d'apporter à l'État les moyens de la lutte contre l'insécurité. À l'aune des libertés fondamentales, la loi permanente ne peut donner à l'État les mêmes pouvoirs que la loi d'exception. La loi d'exception peut déroger au droit commun, le droit commun ne peut déroger à l'état de droit. D'où la question qui s'adresse au gouvernement. Le gouvernement a-t-il réellement des raisons de penser que la menace terroriste se serait récemment atténuée au point que l'État pourrait substituer à l'état d'urgence sa réplique dans une version atténuée, pour ne pas dire dégradée? Cette version, qui figure dans le texte que nous avons aujourd'hui à approuver, présente deux caractéristiques. Elle donne moins d'armes à l'État que l'état d'urgence pour lutter contre le terrorisme, mais elle est également, dans le même temps, plus contestable du point de vue des libertés, à partir du moment où il s'agit de modifier le droit permanent et non pas de mettre en œuvre des mesures d'exception. Madame la ministre, vous le savez mieux que tout autre, le Sénat a su prendre à plusieurs reprises
l'initiative de renforcer la loi permanente pour améliorer nos moyens d'action. C'est dire que nous ne sommes nullement hostiles, par principe, à un certain durcissement de la loi répressive et à un certain renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative. Nous l'avons fait lors de l'examen de la loi sur le renseignement. Nous l'avons fait quand, dès le mois de février 2015, après les terribles attentats de janvier, j'ai proposé, au nom de la majorité sénatoriale, au Premier ministre de l'époque, des mesures ayant une portée législative. Ces propositions sont malheureusement restées sans réponse. Nous nous sommes donc mis au travail et nous avons élaboré une proposition de loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme, laquelle a été déposée en décembre. Et après les attentats du mois de décembre, le gouvernement de l'époque a annoncé un certain nombre de décisions, notamment qu'il mettait enfin en chantier une loi pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Cette loi, elle était prête, c'était notre proposition de loi, nous l'avons votée au début du mois de février, mais il a fallu attendre que le gouvernement, suivant son rythme, nous saisisse de son propre texte, reprenant l'essentiel des dispositions que nous avions déjà débattues et adoptées, pour que ces dispositions deviennent la loi du 3 juin 2016, laquelle a été suivie, après l'attentat de Nice, d'une nouvelle loi qui, d'un côté, prorogeait l'état d'urgence et, de l'autre, faisait entrer en vigueur celle des dispositions que nous avions prévues et qui n'avaient pas été adoptées dans la loi du 3 juin, si bien que l'ensemble de l'arsenal renforçant la lutte contre le terrorisme au cours des dernières années résulte en réalité de propositions du Sénat de la République. C'est dire que, sur le chapitre de la lutte contre le terrorisme, nous pouvons témoigner à la face de l'opinion publique que le Sénat a à cœur de renforcer les moyens de la sécurité. Nous ne pouvons donc pas, par principe, récuser aujourd'hui l'idée d'un nouveau renforcement des moyens de l'État que propose ce texte. Bien au contraire, ce que nous récusons, c'est seulement l'idée que ce texte pourrait se substituer à l'état d'urgence en incitant l'État, en quelque sorte, à baisser la garde, puisque la loi permanente ne peut pas être à la mesure de la loi d'exception dans les moyens qu'elle mobilise pour permettre d'assurer la sécurité des Français. Il appartient au gouvernement de prendre sur ce point ses responsabilités. Ce que nous récusons, c'est l'idée qu'une telle législation qui nous est aujourd'hui proposée puisse rendre désormais caduc l'état d'urgence. Rapporteur du projet de loi en première lecture pour notre Assemblée, notre éminent collègue Michel Mercier, avec sa longue expérience de ces questions et son discernement de grand juriste et d'ancien garde des Sceaux, s'était évertué avec efficacité à sauver ce texte sécuritaire en cantonnant les restrictions qu'il implique pour les libertés individuelles et les libertés publiques au strict nécessaire afin d'éviter le risque d'une censure constitutionnelle. Tel est bien l'exercice auquel nous devons nous soumettre. Aller au plus loin dans le renforcement de notre arsenal sécuritaire de droit commun sans franchir la ligne rouge à partir de laquelle nos libertés seraient durablement atteintes. Il s'agit de donner sa pleine efficacité à la lutte contre le terrorisme dans le respect de notre État de droit et de nos traditions républicaines. C'est une gageure. Le rapporteur que je suis, au pied levé, n'est pas en mesure d'apporter la garantie que toutes les dispositions du texte du gouvernement, même amendées par le Sénat et rediscutées en commission mixte paritaire, pourront franchir le cap d'un examen éventuel par le Conseil constitutionnel. Pourtant, nous nous sommes donné du mal. Nous avons inventé au mois de juillet dernier une clause d'autodestruction. J'explique ce qu'est la clause d'autodestruction. C'est une clause par laquelle les dispositions les plus restrictives pour les libertés publiques de ce texte tomberont d'elles-mêmes
au bout d'un certain délai. Et si le gouvernement estime, au moment où elles tomberont, qu'il est nécessaire de les reconduire, il devra revenir devant nous. C'est ainsi que nous donnons un caractère temporaire à la loi permanente, même si cette temporalité est plus longue que celle que nous avons l'habitude d'accepter quand il s'agit de l'état d'urgence. La temporalité est plus longue, mais les mesures sont moins restrictives pour les libertés. Sans doute, le Conseil constitutionnel pourrait-il accepter que l'équilibre est ainsi correctement assuré. Mais qu'il s'agisse demain d'assignation à résidence, quel que soit le nom que le gouvernement a voulu donner à ces mesures dans son texte, de perquisitions administratives, quel que soit le nom que le gouvernement a voulu donner à ces mesures. Il change les noms, ça ne change pas la nature de la chose, évidemment. Que ce soit aussi les fermetures de lieux de culte ou la mise en place de périmètres de sécurité à l'intérieur desquels on ne rentre pas sans montrer patte blanche et sans être invité à subir des fouilles et à prouver son identité, toutes ces mesures qui restreignent les libertés seront, si vous me suivez mes chers collègues, des mesures qui ne dureront que 3 ans et qui ne pourront être reconduites qu'après un nouveau débat par le Parlement, lequel sera précédé, je dois le dire à l'initiative de l'Assemblée nationale, de la transmission au Parlement de tous les éléments factuels d'information sur la mise en œuvre de ces mesures, sur la manière dont le juge les aura appréciées et sur leur utilité pour la lutte contre le terrorisme. Le Sénat a par ailleurs encadré la mise en œuvre de chacune des principales mesures prévues par le projet de loi. Il a renforcé le pouvoir du juge et il a strictement cantonné, par application d'un principe de proportionnalité des mesures prises aux fins poursuivies, le dispositif prévu par le gouvernement. Ainsi, je ne peux pas assurer que nous aurons un dispositif qui sera à la hauteur de celui que prévoit l'état d'urgence, parce que l'état d'urgence permet d'aller au plus loin dans les dispositions administratives pour assurer la sécurité des Français, mais je peux du moins assurer que si le gouvernement persistait dans son intention de ne pas nous demander la prorogation de l'état d'urgence, le dispositif que nous aurons adopté aujourd'hui sera un dispositif qui nous permet à la fois de renforcer nos armes dans la lutte contre le terrorisme sans pour autant mettre en péril nos libertés. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est maintenant à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Donc c'est ta première. J'espère qu'on est prise en photo. Vous allez vous débrouiller pour nous faire prendre un photo toutes les deux. À vous la parole, Madame la Présidente, Monsieur le Président et rapporteur de la Commission des lois, Mesdames et Messieurs les sénateurs, la Commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, est parvenue à un accord et le gouvernement s'en réjouit. En effet, je me félicite que les représentants des deux assemblées soient parvenus à un texte commun sur un sujet évidemment très important. Sur ces questions essentielles que constitue la lutte contre le terrorisme et les moyens que nous mettons en œuvre pour assurer notre sécurité, nos concitoyens ne comprendraient pas que nous ne sachions pas nous rassembler et faire preuve d'unité nationale. Je veux ici remercier le Sénat pour le sens des responsabilités dont il a fait preuve et qui vient de s'exprimer au travers du président de la commission des lois et rapporteur. Avec cet accord en commission mixte paritaire, qui fait suite à l'approbation à de larges majorités du texte dans les deux assemblées parlementaires,
229 voix pour au Sénat, 415 pour à l'Assemblée nationale, nous avons été, je crois, collectivement à la hauteur de cet enjeu majeur. Bien entendu, je tiens à remercier l'ensemble des sénateurs qui ont participé de manière active aux travaux sur ce texte et qui ont contribué à son enrichissement et à son amélioration. Je pense tout d'abord à M. Philippe Bas, président de votre commission des lois, qui a repris, après le renouvellement sénatorial du mois dernier, au pied levé et avec le talent qu'on lui connaît, la place de rapporteur laissée vide par le départ de Michel Mercier. Je veux d'ailleurs ici saluer le travail, comme vient de le faire le président de la commission des lois, je veux ici saluer le travail effectué par Michel Mercier en première lecture sur ce projet de loi et, de manière plus générale, saluer son investissement et sa contribution déterminante au cours des 3 dernières années à tous les travaux législatifs qui concernaient le secteur de la sécurité, qu'il s'agisse de l'état d'urgence ou du renforcement des dispositifs de droit commun que vous avez rappelé tout à l'heure. Son expertise et sa créativité en matière manqueront. Je veux aussi remercier la commission de la Défense, des Affaires étrangères et de la Défense, saisie pour avis, pour son travail et tout particulièrement son rapporteur pour avis, M. Michel Bouton. Qu'il me soit enfin permis de remercier l'ouverture d'esprit et le sens du compromis dont ont su faire preuve tous les membres de la commission mixte paritaire pour parvenir à cet accord. À force de discussions, de pédagogie au fil des débats, devant les 2 assemblées parlementaires, au cours desquelles nous avons étudié des centaines d'amendements, nous avons fait en sorte de converger. Oui, c'est vrai, ce texte a été fortement discuté et débattu. Son adoption n'allait pas de soi, tant il pouvait paraître inapproprié, pour ne pas dire inenvisageable, de sortir de l'état d'urgence compte tenu du maintien sur notre territoire d'une menace terroriste à un niveau extrêmement élevé. Nous y avons été à nouveau collectivement confrontés, malheureusement, le 1er octobre dernier, avec cet acte lâche et barbare qui a enlevé la vie à 2 jeunes filles, Laura et Maurane, 22 ans et 20 ans, qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous l'avons également vu avec les bonbonnes de gaz découvertes dans le hall d'un immeuble du 16e arrondissement de Paris, ou encore le projet d'attentat qui se fomentait dans un établissement pénitentiaire de la région parisienne. Dans un tel contexte, le gouvernement, nos forces de sécurité intérieure, nos services de renseignement, dont je veux saluer le dévouement, le professionnalisme et l'efficacité, avons une obligation, une seule, tout faire pour entraver, dans le respect de l'état de droit, Monsieur le Président, les individus qui présentent une menace pour notre sécurité. Tout faire pour garantir la sécurité de nos concitoyens. Je veux ainsi rappeler que depuis le début de l'année 2017, ce sont 5 attaques terroristes qui ont été entreprises, ayant coûté la vie à 3 personnes, 5 qui ont échoué et 13 qui ont été déjouées par l'action de nos services. Je veux, à cet égard, préciser que les mesures de police administrative prises par les autorités administratives ont joué, pour nombre d'entre ces attentats entravés, un rôle absolument déterminant. Comme cela a été souligné à de nombreuses reprises lors des débats parlementaires, la menace terroriste évolue, change de nature. Hier, orchestrée depuis des terres contrôlées par Daesh, elle est aujourd'hui endogène, œuvre d'individus qui, radicalisés, utilisent tous les moyens pour agir. Surtout, et ce constat n'est pas récent, elle est devenue durable malgré les importants revers militaires que subit sur le terrain le prétendu État islamique. Qu'était-il possible de faire dans un tel contexte ?
Prolonger pour une 7e fois l'état d'urgence mis en œuvre après les attentats du 13 septembre 2015. Je dis bien la 7e fois. Cette option, elle a été vigoureusement défendue par le groupe LR à l'Assemblée nationale, lequel a parfois accusé le gouvernement tout au long des débats de désarmer notre pays face à la menace terroriste. Cette accusation n'est pas fondée. Il faut sortir de l'état d'urgence, de l'état d'urgence n'est pas synonyme de moindre sécurité. Du reste, peut-on raisonnablement demeurer encore dans l'état d'urgence alors que nous y vivons désormais depuis plus de 2 ans? Le gouvernement ne le pense pas et fait sienne la formule du Conseil d'État, Monsieur le Président, selon laquelle l'état d'urgence est un régime de pouvoir exceptionnel, ayant des effets qui, dans un état de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace. Face à une menace devenue durable, il nous faut avoir recours à des instruments ayant vocation à y répondre de façon permanente. C'est cette voie que le gouvernement a entendu privilégier, en partant du constat qu'il convenait, après 2 années d'application de ce régime juridique exceptionnel, de sortir de l'état d'urgence tout en réfléchissant aux outils pouvant alors faire défaut à nos services pour lutter contre la menace terroriste. Ce texte, mesdames et messieurs les sénateurs, est exclusivement destiné à lutter contre le terrorisme pour ce qui concerne ces 4 premiers articles qui ont été les plus débattus. Contrairement aux mesures de police administrative de l'état d'urgence, ces nouveaux outils ne permettent pas de lutter contre des menaces à la sécurité et à l'ordre public, mais sont prévus aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme. Certes, nous n'avons pas la prétention d'affirmer que ce texte nous permettra d'éradiquer le péril terroriste et d'éviter les attentats, Monsieur le Président. Qui pourrait le prétendre? Qui pourrait le prétendre? Au demeurant, les attentats commis, échoués ou entravés en 2017 démontrent à eux seuls que l'état d'urgence ne constitue pas non plus un bouclier suffisant contre le terrorisme. Toutefois, le gouvernement a une certitude. Avec ce texte que vous vous apprêtez à adopter, nous mettons de notre côté toutes les chances de prévenir en amont la commission d'actes de terrorisme. En permettant de prévenir le processus de radicalisation avec la fermeture des lieux de culte où seraient diffusées des idées de haine, de violence, incitant à la commission d'actes terroristes, mais aussi en donnant la possibilité à nos forces de sécurité de prévenir des attentats imminents par la surveillance d'individus, voire par des visites à leur domicile, quand tout laisse à penser qu'ils sont sur le point de passer à l'acte. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je ne vais pas ici rappeler l'ensemble des articles que contient le projet de loi et je ne présenterai pas plus de manière exhaustive les termes de l'accord conclu en commission mixte paritaire, puisque le président Philippe Bas vient de rappeler l'essentiel. Je souhaiterais simplement dire un mot des principales dispositions renforçant les outils de lutte contre le terrorisme qui seront demain à la disposition de nos forces de sécurité. Je me réjouis tout d'abord de la rédaction consensuelle qui a été retenue sur l'article 1er relatif au périmètre de protection, qui sera de nature à permettre aux Français d'assister à de grands événements culturels, récréatifs, sportifs, tout en donnant aux autorités de police la possibilité d'en assurer la sécurité. Les terroristes ne nous feront pas renoncer à notre mode de vie, nous ne leur céderons rien sur ce plan. Concernant l'article 2, relatif à la fermeture des lieux de culte, la formulation retenue par la commission mixte paritaire est particulièrement satisfaisante. Il était pour le gouvernement essentiel, pour garantir l'efficacité de notre action, de conserver les notions de diffusion d'idées et de théories, ainsi que les mentions d'incitation à la haine et à la discrimination pour motiver la fermeture d'un lieu de culte. Vous savez du reste que le gouvernement a agi avec discernement en la matière pendant l'état d'urgence, pour mémoire,
puisque ce sont 18 lieux de culte qui ont été fermés depuis le 14 novembre 2015 et seuls 10 d'entre eux le demeurent à l'heure actuelle. Demain, avec la nouvelle loi, nous entendons continuer à agir dans le même état d'esprit. Sur l'article 3 qui concerne les mesures de surveillance individuelle, la commission mixte paritaire est parvenue à l'établissement d'un texte équilibré. Le gouvernement a été attaché à la possibilité d'imposer un pointage quotidien auprès des services de police ou de gendarmerie et je veux remercier ici le Sénat de s'être rallié à notre opinion sur ce point. D'une manière générale, la navette parlementaire a permis de renforcer les garanties qui s'attachent à ce dispositif, dont l'application ne pourra excéder une année et dont chaque renouvellement, tous les 3 ou 6 mois selon les obligations, sera assorti d'une procédure permettant aux personnes concernées de saisir le juge. Sur l'article 4 relatif aux visites et saisies, le gouvernement relève également le caractère équilibré de la rédaction approuvée. Sur le caractère expérimental des dispositions, je note que la commission mixte paritaire en a étendu la portée aux articles 1er et 2, comme l'a rappelé le président Bas tout à l'heure. Tout en ayant quelques réserves sur le message envoyé par un tel élargissement, le gouvernement s'est rallié à la solution retenue. Nous aurons donc l'occasion d'évaluer avant le 31 décembre 2020 l'ensemble des 4 premiers articles du texte de loi. Enfin, je veux évoquer l'article 10 sur les contrôles d'identité aux abords des points de passage aux frontières qui avait suscité des interrogations ou des inquiétudes. Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, a été adopté un amendement conduisant à la réduction, Monsieur le Président, de 20 à 10 km du périmètre de contrôle autour des aéroports et des ports internationaux. Cette modification renforce le caractère proportionné de ces mesures, tout en permettant des contrôles aux alentours des points de passage aux frontières les plus sensibles. L'ensemble de ces dispositions me conduit au final, Mesdames et Messieurs les sénateurs, à me féliciter du fruit de ces discussions et à me réjouir du fait que nous touchions au but de ce processus législatif. Le gouvernement peut donc que vous inviter, après les députés mercredi dernier, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire qui vous sont soumises. Je veux, pour terminer, souligner que si, le 1er novembre, c'est-à-dire dans moins de 15 jours, nous sortons de l'état d'urgence grâce à cette loi, nous maintiendrons un haut niveau de protection contre le terrorisme. Il n'est pas question de nous désarmer contre un ennemi qui continuera à tenter de porter des coups à tous nos pays durant une longue période. Au contraire, ce texte parachève l'édifice législatif patiemment construit par le Parlement et en particulier par le Sénat, Monsieur le Président Bas, depuis 3 ans, afin de garantir à nos concitoyens le niveau le plus élevé possible de sécurité. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Mes chers collègues, il est 15h02. Je déclare clos le scrutin pour l'élection de 6 juges titulaires et de 6 juges suppléants à la Cour de justice de la République. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Bonnecarrère pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame le Président, Madame la Ministre auprès du ministre de l'Intérieur, mes chers collègues, nous arrivons aujourd'hui au terme du processus législatif sur un projet de loi qui aura à nouveau mis en lumière l'importance et la pertinence du bicamérisme. La CMP du 9 octobre 2017 a permis un accord satisfaisant. Le groupe centriste, fidèle aux enjeux d'unité nationale et d'efficacité, soutient le texte présenté pour 2 raisons essentielles.
la nécessaire sortie de l'état d'urgence, la pertinence d'intégrer les mesures utiles de l'état d'urgence dans le droit commun. Premièrement, la nécessaire sortie de l'état d'urgence. Au 1er novembre 2017, date de sa fin programmée, notre pays aura vécu pratiquement 2 années sous le régime de l'état d'urgence. Nous ne pouvions pas continuer éternellement à rester dans le cadre de ce régime d'exception. Nous le savons tous. Il nous restait à sortir de l'état d'urgence sans désarmer l'état de droit. La commande passée par le président de la République et par le gouvernement devait aboutir à l'assimilation politique et juridique des dispositions pertinentes issues de l'état d'urgence dans notre droit commun de la lutte antiterroriste. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui répond à cet objectif. Nous revenons à une situation classique, hiérarchisée, avec un droit commun, la possibilité pour le gouvernement de recourir à l'état d'urgence en lien avec le Parlement et enfin, au-dessus, l'état de siège. Deuxièmement, la pertinence d'intégrer les mesures utiles de l'état d'urgence dans le droit commun. La commission mixte paritaire a validé sur plusieurs points les avancées votées par notre Haute Assemblée. Monsieur le Président, Madame les ministres s'en sont expliquées il y a quelques minutes. La clause d'autodestruction élargie en CMP, un des principaux apports du Sénat sous réserve du contrôle de constitutionnalité, a été préservé. Le débat n'est pas clos, puisque cette clause ouvre la possibilité au législateur de revenir sur le sujet, de proroger, de pérenniser, de réécrire en fonction de l'évolution des menaces dans le temps. Nous estimons être parvenus au bout du processus législatif de lutte entre terroristes avec un véritable arsenal juridique, puisque au cours de ces 4 dernières années, 8 lois ont été adoptées. Nous sommes ainsi arrivés aux limites de la créativité juridique acceptable, aux limites de l'équilibre entre sécurité publique et liberté publique, avec un droit administratif qui a évolué vers la sanction et un droit pénal qui intervient très en amont du passage à l'acte et qui frise la notion de prévention. Chers collègues, tout est une question maintenant de mise en œuvre. 2 questions pratiques, entre autres, se posent. Comment assurer la meilleure efficacité de la chaîne pénale à l'égard des djihadistes de retour de la zone irako-syrienne? Deuxièmement, comment traiter les djihadistes déjà condamnés, incarcérés, mais qui finiront par être libérés? Autrement dit, que faire de personnes déjà radicalisées, qui le seront probablement d'autant plus à leur sortie de prison et qui pourraient avoir pour seul désir de se transformer en bombes humaines? De la réponse à cette interrogation dépend en partie la sécurité de nos concitoyens pour les années à venir. En vous remerciant, chers collègues, de votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. Je donne maintenant la parole à Monsieur Jacques Bigot pour le groupe socialiste et républicain pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, rapporteur de ce texte, après le départ de notre collègue Michel Mercier, qui avait fait un travail déjà remarquable, effectivement, comme tout le monde l'a salué. Le Président de la République, lorsqu'il était candidat, avait fait cette promesse, cet engagement de sortir de l'état d'urgence. Il continue à l'affirmer et, parce que nous avons compris, Madame la Ministre, le vote de ce texte lui permettra de répondre à cette promesse. Sortir de l'état d'urgence, c'est une promesse qu'on peut peut-être tenir, on y reviendra, mais on ne sort pas pour autant du terrorisme. Et je me souviens, un autre président de la République, qui le 14 juillet 2016 avait annoncé que nous sortions de l'état d'urgence et le soir même, malheureusement,
l'attentat de Nice, avec ses conséquences très graves, nous avait amené à renouveler l'état d'urgence. Alors que nous pensions, après l'avoir renouvelé une première fois, pour protéger l'Euro de foot, pour protéger le Tour de France de cyclisme, nous pensions effectivement que le dernier texte, celui du 3 juin 2016, contenait désormais tout qui nous permettrait de lutter contre l'état d'urgence. C'est d'ailleurs ce que pensait aussi le président de la République, puisque dans son livre Révolution de novembre 2016, il indiquait « Nous n'avons plus besoin de l'état d'urgence, nous avons tout dans le droit commun ». Mais lorsque l'on se retrouve président de la République, face aux Français, il faut sans doute pouvoir affirmer « Oui, je quitte l'état d'urgence, mais je mets l'état d'urgence dans le droit commun ». Et on retrouve ici ce texte de loi qui doit permettre de sortir de l'état d'urgence tout en y restant un peu. Voilà comment les choses sont construites. Objectivement, Madame la Ministre, sans revenir sur le drame que vous avez cité qui s'est produit à Marseille, personne ne peut croire que ce drame aurait été plus évité avec l'état d'urgence ou avec le texte qui est là. Et personne, et je ne le ferai pas ici, ne viendra chercher querelle aux gens de la préfecture du Rhône sur les difficultés qu'ils ont eues, dont l'inspection a démontré que c'était aussi une question d'organisation et de moyens. Soyons-en conscients. Donc, de ce point de vue-là, essayons d'être les uns et les autres constructifs. Moi, je partage le point de vue du président, son point de vue de novembre 2016, après tous les efforts qui ont été faits par le législateur, toutes les lois, la loi du 21 décembre 2012, celle du 18 décembre 2013 sur la programmation militaire, les lois, je peux les rappeler, des 24 juillet 2015 et 30 novembre 2015 relatifs au renseignement et aux mesures de surveillance et de communication électronique internationale. Et puis les textes de droit pénal et de procédure pénale sur le terrorisme, et notamment le dernier en date du 3 juin 2016, sur lesquels nous avons déjà fait des efforts très critiqués par certains tenants de la défense absolue de l'état de droit. Mais j'ai déduit de l'attitude du gouvernement qu'il est difficile politiquement de sortir de l'état d'urgence, et donc on y reste. On y reste avec des mesures qui, nous dit-on, cesseront automatiquement le 31 décembre 2020. C'est le sens de l'article 4 ter A, avec cette nuance près. L'automaticité du renouvellement pourrait se déduire d'un simple article quelque part, au hasard d'un texte qui viendra dire les mesures des 2 chapitres concernés du Code de sécurité intérieure sont renouvelées. Donc, soyons conscients, mais le Parlement, et vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, le Parlement devra faire son travail et veiller au grain et être attentif. En juillet dernier, Madame la Ministre, notre groupe avait voté contre ce texte. Nous étions favorables aux mesures de l'article 1er, le périmètre de protection d'un lieu ou d'un événement. Nous étions favorables aux dispositions de l'article 2, la fermeture d'un lieu de culte. Nous préférerions la rédaction issue du Sénat, mais la commission mixte paritaire est parvenue à un accord sur l'article 2, pas de difficulté, d'autant plus que cet article 2 permet un contrôle du juge administratif a priori, puisque la mise en œuvre n'intervient que 48 heures après la décision, ce qui permet de saisir en référé le juge administratif, qui est garant des libertés, personne n'en doute. Par contre, nous étions farouchement opposés à 2 articles qui, cela a été rappelé par d'autres intervenants, 2 articles qui sont des articles d'exception, comme l'a dit le Conseil d'État. Articles d'exception qui étaient justifiés dans l'état d'urgence, dont on doutait de l'efficacité et de la pertinence. D'ailleurs, même le ministre qui a précédé le ministre actuel de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'avait reconnu, disant que les perquisitions administratives et l'assignation à résidence n'était peut-être plus d'une très grande utilité, peut-être plus l'assignation à résidence. S'agissant de l'assignation à résidence que vous appelez devenue maintenant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance,
elle reste fondamentalement une mesure administrative fondée uniquement sur des notes blanches des services de renseignement. C'est-à-dire que nous avons là quelque chose qui est véritablement attentatoire aux libertés, même si, avec la navette parlementaire, c'est réduite à 6 mois au maximum et que ça ne peut être renouvelé que s'il y a de la base des éléments nouveaux et pour une durée maximum de 12 mois. Même si il a été supprimé, heureusement, à la commission mixte paritaire, l'obligation de donner ses identifiants, alors même que le ministre de l'Intérieur le réclamait fortement. Mais ça reste fondamentalement une mesure attentatoire aux libertés et qui pourrait fort bien être prise dans le cadre de mesures judiciaires à condition que l'on ait effectivement une police judiciaire qui ait tous les moyens du renseignement et qui puisse construire auprès d'un juge d'instruction ou d'un juge des libertés les éléments suffisants pour mettre en œuvre soit un contrôle judiciaire, soit une incarcération dans le cadre normal du droit commun du droit. Ce n'est pas le cas et ceci reste pour nous une vraie interrogation, d'ailleurs une interrogation de constitutionnalité au regard de notre Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme qui y figure et aussi de nos engagements dans la Convention européenne des droits de l'homme. Même chose en ce qui concerne les visites domiciliaires, les anciennes perquisitions administratives, qui devient, il faut le dire maintenant, mes chers collègues, une mesure complètement hybride, puisqu'elle est mi-administrative, mi-judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même le juge des libertés du tribunal de grande instance de Paris qui doit l'autoriser, mais c'est l'administration qui la met en œuvre. Et faut-il se satisfaire du fait que le Parlement ait obtenu, l'Assemblée nationale, sur amendement, qu'il y ait un contrôle fait par le Parlement dans les mêmes conditions que le contrôle était prévu dans la loi sur l'état d'urgence. Là aussi, on peut s'interroger sur l'efficacité de ces mesures en sachant que sur le territoire de Paris, il n'y a jamais de visite domiciliaire qui ne soit faite autrement que comme perquisition judiciaire, parce que là, le travail commun du procureur de Paris et du préfet de police de Paris est parfait et que c'est la justice qui intervient. Donc ça prouve bien que cette notion de visite domiciliaire reste un peu floue. Il y a des améliorations incontestablement. Et puis, toujours sur ces questions, nous prenons acte de l'évolution du texte. Nous prenons acte de la CMP conclusive. Nous étions contre le texte, Madame la Ministre. Nous ne pouvons pas dire encore, pour les motifs que je viens d'évoquer, que nous sommes totalement pour. Il reste des questions de constitutionnalité. Et ces questions de constitutionnalité concernent aussi quelque chose qui n'est pas soumis à la limite dans le temps, c'est l'article 10 sur les contrôles d'identité aux frontières. Avec le doute d'ailleurs qui a été évoqué en commission mixte paritaire et l'idée de dire on ne va faire qu'à 10 km parce que peut-être que 10 km c'est constitutionnellement plus applicable, acceptable que 20 km. Mais quand on a ce doute-là sur des choses aussi importantes de constitutionnalité, pourquoi ne pas faire comme cela a été suggéré, ne pas envisager que le président de la République saisisse préalablement le Conseil constitutionnel pour lever les doutes. Si ces doutes étaient levés, si nous avions une certitude que tout cela est conforme également à nos engagements européens, à cette Convention européenne des droits de l'homme que nous, la France, nous avons portée au plus haut des exigences internationales, eh bien, à ce moment-là, nous ne serions que contents de participer à l'unité nationale pour garantir tous ceux qui, dans beaucoup de lieux, viennent dire au nom de l'état de droit, nous pensons que ces deux articles posent un problème. Nous pourrions, nous, si ce doute était levé, voter avec vous. En l'état, nous ne voterons plus contre, nous nous abstiendrons, mais demander au président de la République de sortir de l'état d'urgence avec la bénédiction, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. Merci, monsieur le sénateur. La parole est maintenant à monsieur Alain Marc pour le groupe RTLI pour 6 minutes. Ça va ? Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur et président de la Commission des lois, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à cette tribune à partager avec vous une pensée pour les victimes du terrorisme et leurs proches, mais aussi
rendre un hommage appuyé aux services de police, de gendarmerie, de renseignement et de défense qui concourent jour et nuit à notre sécurité en prenant de grands risques et dont j'ai pu apprécier le sérieux, l'application et l'abnégation lorsque j'étais rapporteur du budget des sécurités. L'état d'urgence est par nature limité dans l'espace et le temps. Il doit rester temporaire et exceptionnel. Parce que cela fait 23 mois que l'état d'urgence est entré en vigueur, la question de son maintien se pose actuellement de façon accrue. En l'espace de 2 ans, de nombreuses mesures ont été prises. Ainsi, nous sommes mieux préparés à faire face aux risques terroristes qu'à l'époque du Bataclan. Notre connaissance de la menace et nos capacités d'enquête se sont améliorées. Les effectifs de nos services de sécurité ont été renforcés. Si proroger l'état d'urgence indéfiniment est exclu, il ne faut pas non plus revenir à la situation antérieure à l'état d'urgence. Il s'agit donc de prendre des dispositions qui visent à protéger le citoyen tout en garantissant leur liberté. Des dispositions qui apportent une réponse durable à une menace devenue durable en adaptant notre droit commun. Et c'est une constante du Sénat, loin des pulsions médiatiques et de l'actualité brûlante, que de garantir ces libertés. Les mesures de ce projet de loi ne visent que le seul terrorisme et ne sont pas prises pour des motifs ayant trait à l'ordre public, comme dans l'état d'urgence. Elles sont principalement au nombre de 4, inspirées de l'état d'urgence et mises dorénavant à la disposition de nos services de sécurité. Ces 4 outils sont les périmètres de protection, la fermeture administrative des lieux de culte, les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les visites domiciliaires et saisies. L'article 1 vise ainsi à permettre l'institution de périmètres de protection sans lesquels il serait désormais impossible d'organiser de grands rassemblements. Il est particulièrement important de toujours disposer des instruments permettant d'organiser des manifestations de grande ampleur tout en garantissant la sécurité de tous ceux qui y assistent. L'article 2 prévoit la possibilité pour le représentant de l'État de prononcer la fermeture des lieux de culte. Par cette disposition, les préfets ou le préfet de police doivent pouvoir prévenir la menace en fermant les lieux où serait prônée la radicalisation et l'incitation au passage à l'acte terroriste. L'article 3, quant à lui, concerne la création, sur décision du ministre de l'Intérieur, d'un régime de surveillance individuelle. Enfin, le 4e article et point emblématique concerne le régime des visites et saisies à domicile. La commission mixte paritaire a élargi la clause d'autodestruction introduite par le Sénat en première lecture à l'ensemble des nouveaux outils mis à disposition des autorités administratives pour prévenir la commission des actes de terrorisme. Ces 4 mesures revêtiront donc un caractère expérimental. Elles prendront fin au 31 décembre 2020 et seront soumises à un contrôle renforcé du Parlement. La commission mixte paritaire a par ailleurs supprimé l'obligation pour une personne soumise à une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance de déclarer les numéros d'abonnement et les identifiants techniques de l'ensemble de ces moyens de communication électronique qui apparaissaient manifestement contraires aux droits fondamentaux dont le respect est garanti par le Conseil constitutionnel. Indéniablement, l'ensemble de ces outils présente une utilité opérationnelle indispensable pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ce projet de loi constitue un juste équilibre entre l'impératif de protection de l'ordre public et la préservation des libertés individuelles. Nous savons que le gouvernement est animé, comme nous tous d'ailleurs dans cet hémicycle, par un esprit de responsabilité qui conduit à mieux protéger nos concitoyens. Car la France est la cible privilégiée de ces barbares parce qu'elle est tout ce qu'ils veulent détruire, le pays des libertés, le pays des Lumières. Madame la ministre, mes chers collègues, ce texte est équilibré et responsable, il répond à l'inquiétude légitime des citoyens. Et c'est bien de cet équilibre dont la France a besoin afin de répondre à ceux qui menacent notre modèle démocratique et nos valeurs républicaines. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. La parole est maintenant à madame Josiane Costes pour le RDSE pour une durée de 6 minutes.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, président de la Commission des lois, mes chers collègues, à ce stade des discussions, après l'obtention de l'accord en commission mixte paritaire, la question que pose le vote d'aujourd'hui est la suivante. Est-il préférable d'intégrer les dispositions de la loi du 3 avril 1955 au droit commun ou de laisser vivre le régime de l'état d'urgence au gré de reconductions illimitées? Il est à présent certain que le gouvernement ne prendra pas la responsabilité de lever l'état d'urgence sans avoir obtenu la faculté permanente pour l'autorité administrative d'ordonner des perquisitions, des assignations à résidence ou des fermetures de lieux de culte à des fins de lutte contre le terrorisme. Il est également certain que le Parlement ne prendra pas la responsabilité de voter contre une loi de prorogation sans que lui soient apportés les signes d'un affaiblissement durable de la menace terroriste. Il est enfin certain que seul le gouvernement est en capacité d'évaluer l'ampleur réelle de la menace et la faculté relative de nos services de sécurité d'y faire face pour des raisons évidentes de confidentialité. Dans ces conditions, la majorité des membres du groupe RDSE considère que seule la solution à cette problématique inextricable, que l'on pourrait résumer par la formule « prorogation impossible, abrogation improbable », est de donner au gouvernement la capacité d'agir selon sa volonté. Mais cette capacité va de pair avec la responsabilité de la mise en œuvre de mesures qu'il devra assumer pleinement. Mes chers collègues, vous l'avez compris, notre soutien n'est pas exempt de réserve. Vous connaissez l'attachement des membres du groupe RDSE à la protection des libertés et à son corollaire, la garantie offerte par le contrôle de l'autorité judiciaire sur les actes de l'administration. L'une comme l'autre sont mises à mal par la version de compromis proposée par la commission mixte paritaire, malgré les efforts de notre rapporteur pour défendre les garde-fous introduits par le Sénat. Qu'on les qualifie de restrictives ou privatives, chacun doit comprendre que l'ensemble des mesures prévues par les articles 1 à 4 du projet de loi représentent des entraves importantes à l'exercice des libertés premières des individus. La liberté d'aller et de venir, la liberté d'exercer son culte, la liberté de mener une vie familiale sereine. Ces mesures devront donc rester exceptionnelles et strictement proportionnées aux besoins de la lutte contre le terrorisme. Et nous serons vigilants à ce qu'elles ne soient pas détournées à des fins plus larges de protection de l'ordre public. La systématisation du recours à des mesures administratives pour lutter contre le terrorisme place le juge judiciaire en retrait. S'agissant de dispositions attentatoires aux libertés, le contrôle exercé par le juge administratif est moins satisfaisant pour les administrés qui ne peuvent y avoir recours qu'a posteriori. Cette évolution risque également de placer le juge administratif en difficulté, tant la matière terroriste lui est peu familière et ses moyens d'instruction réduits. Dans la pratique, en effet, son contrôle se borne à constater l'existence d'une note blanche dont les éléments justifient la décision prise. Avec ce nouveau dispositif permanent de lutte contre le terrorisme, la garantie des droits des uns et des autres reposera donc essentiellement sur l'éthique des fonctionnaires en présence, en l'absence de fortes garanties procédurales. Nous savons que leurs exigences déontologiques seront à la hauteur du défi. Ces dispositions s'ajouteront en outre aux nombreuses autres adoptées par le Parlement depuis 2015 et qui ont permis d'étendre considérablement les moyens légaux de renseignement et de protection. Il me semble que nous sommes allés au bout de ce qu'autorise notre droit constitutionnel et nos engagements internationaux pour permettre à nos forces de l'ordre d'agir. Aller plus loin, en donnant le droit à toutes les institutions qui le réclament de constituer leur propre service de sécurité ou d'incarcérer préventivement l'ensemble des individus fichés S, serait mettre le droit dans un engrenage qui nous éloignerait progressivement de notre identité constitutionnelle. Cette identité repose notamment sur le principe de présomption d'innocence et sur la mission régalienne de police de l'État. De la même façon, malgré l'urgence, notre désir farouche de neutraliser les desseins funestes du terrorisme doit être traité
indépendamment de tous les autres sujets, afin de gagner en efficacité et d'éviter de déclencher des débats douloureux sur l'existence d'amalgames. C'est pourquoi nous regrettons le maintien de l'article 10, qui aurait davantage sa place dans une loi consacrée à la lutte contre l'immigration irrégulière. Malgré toutes ces réserves, nous considérons que la suppression de la possibilité de collecter les identifiants et les mots de passe de personnes suspectées d'être en lien avec des organisations terroristes, et plus encore l'instauration d'une clause d'autodestruction en 2020, sont des garanties bienvenues. Nous voterons en majorité en faveur de l'adoption, conformément à notre position en première lecture, et afin de donner à ce nouveau gouvernement la possibilité d'assumer sa politique. Cela ne devra pas nous empêcher, à l'avenir, de réfléchir à l'effet cliquet des lois temporaires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Alain Richard pour le groupe La République En Marche pour une durée de 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre Assemblée se trouve devant une interrogation politique douloureuse comme nous en rencontrons parfois, devant un péril resté intense et que nous sommes obligés de juger durable. Comment pouvons-nous faire adapter notre législation face aux enjeux de sécurité qui restent? Le président de la République a annoncé le choix de mettre fin à l'état d'urgence, ce qui, je crois, est un choix que beaucoup peuvent partager, puisque l'état d'urgence est caractérisé par son caractère exceptionnel et temporaire. Mais avant de prendre les décisions qui sont maintenant en jeu, je crois qu'il était normal de faire un bilan des actions menées à l'aide des prérogatives conférées à l'État par l'état d'urgence et d'en tirer les leçons, de manière à faire face à ce péril que nous savons durable. Dans le projet de loi que nous examinons, 2 mesures sont en réalité des mesures de police administrative établies, mais clarifiées par la loi. C'est la fermeture de lieux de culte et c'est le périmètre de protection. Ces mesures-là ne sont pas des mesures spécifiquement attentatoires aux libertés. Elles pouvaient être prises sur la base du droit commun du service public de sécurité depuis bien longtemps. Le projet de loi les encadre mieux et les place de façon précise à l'intérieur de procédures législatives, ce qui est un progrès. En revanche, il y a 2 mesures que j'appellerais des mesures actives de prévention pour faire obstacle aux préparatifs d'actions terroristes. C'est la limitation des mouvements de personnes sous le contrôle du juge administratif et la visite et saisie domiciliaire avec l'accord du juge des libertés et de la détention. Ces mesures-là sont en effet plus intrusives. Je crois toutefois que, en particulier ceux d'entre nous qui avons participé à la commission de suivi de l'état d'urgence depuis 2 ans et qui avons donc dialogué de près avec les représentants des autorités publiques et des forces de sécurité, conviennent que, même si c'est de façon plus épisodique, il faut garder ces outils d'interruption des préparatifs terroristes. Cela se fera sous un contrôle du juge administratif, dont, en la matière, je crois qu'on ne peut pas contester ni l'indépendance ni la vigilance, comme l'ont montré les multiples décisions critiquant et mettant fin à des actes de police administrative pendant l'état d'urgence. J'ajouterai aussi, pour répondre à la collègue qui m'a précédé, que, en s'informant un peu, elle pourrait être assurée de la capacité technique du juge administratif à faire face à ces questions, notamment depuis qu'a été créée une section spécifique au sein du Conseil d'État. Ces mesures sont complétées par un retour décidé
partagé entre les deux assemblées devant le législateur à l'expiration d'une période de 3 ans. Voilà qui nous conduit à considérer que l'équilibre et la pertinence de ces mesures nouvelles sont satisfaisantes et que nous devons les soutenir. L'enjeu, en effet, c'est l'efficacité de la prévention qui va rester indispensable. Le risque d'attentat, les tentatives, les préparatifs, les mouvements transfrontaliers avec les retours de la zone de combat continueront à faire apparaître des risques imminents face auxquels il faut des mesures adaptées. Ajoutons aussi qu'une partie de ces mesures, et je pense en particulier à la mesure de limitation de mouvement, est une réponse à la surcharge des services compétents, même si on augmente leurs effectifs. Parce que lorsqu'on a des motifs sérieux de penser que les contacts d'un individu sont des contacts qui facilitent des préparatifs de terrorisme, s'il faut assurer une surveillance active avec des moyens humains de ce personnage, ceci requiert entre 10 et 15 officiers de police. La limitation des mouvements de l'intéressé, évidemment sous le contrôle du juge et pour une durée limitée, est un moyen de soulager la pression sur les services actifs de renseignement et par conséquent de leur permettre de mieux cibler leurs actions. Les capacités sont donc mieux utilisées et nous adaptons les outils de la police administrative à une menace qui est maintenant mieux connue. Chaque groupe, chaque sénateur est placé face à ses responsabilités dans ce choix, avec le devoir impérieux de montrer notre détermination à lutter contre un péril qui menace la République et ses citoyens au quotidien, et d'exprimer notre vigilance dans la protection des libertés individuelles. À l'issue de cette appréciation, notre groupe approuve le projet de loi, comme je crois une large majorité d'entre nous. Merci, monsieur le sénateur. La parole est maintenant à madame Éliane Assassi pour le groupe CRCE et pour une durée de 6 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, il y a tout juste 3 mois, j'intervenais ici même pour présenter une motion du groupe communiste républicain et citoyen tendant à opposer la question préalable afin que soit rejeté l'ensemble de ce projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Il ne vous surprendra donc pas qu'aujourd'hui, notre position sur le texte de la commission mixte paritaire soit sensiblement la même. En aucun cas, la motion de rejet, à l'opposé de la nôtre de M. Ciotti lors de la CMP, ne doit servir d'argument au gouvernement qui estime que le projet de loi final serait équilibré entre mesures de sécurité et maintien des valeurs de liberté. Madame la ministre, sur ce texte, le gouvernement a été hermétique à la fois aux voix extérieures, portées par les associations de protection des libertés publiques et autres syndicats vertement opposés à l'état d'urgence, mais aussi porté par le défenseur des droits, Jacques Toubon, ou encore des experts de l'ONU. Et il a été aussi hermétique aux voix des parlementaires opposés depuis bientôt 2 ans à ce déferlement de mesures administratives toujours plus sécuritaires. Plus encore, il n'a pris en compte les maigres améliorations proposées par la commission des lois du Sénat qu'en dernier recours. L'obligation pour une personne soumise à une mesure individuelle de surveillance de déclarer les numéros d'abonnement et les identifiants techniques de ses moyens de communication électronique, supprimée en CMP, étant la mesure la plus inconstitutionnelle. En revanche, la demande des sénateurs qui souhaitaient que le juge des libertés et de la détention donne son accord pour la retenue sur place des personnes dont le domicile est perquisitionné a été rejetée. Finalement, l'accord en CMP sur quelques points plus ou moins anecdotiques et qui, en tout état de cause, ne remettent pas du tout en cause l'économie générale du texte, est révélateur du jeu de posture des uns et des autres. Pourtant, cette question mérite mieux que des postures.
au lendemain d'un renouvellement présidentiel et législatif. En juillet, nous demandions d'urgence un débat public sur les politiques à mener pour lutter contre le terrorisme. Quand allons-nous enfin comprendre que le terrorisme appelle la prévention bien davantage que la répression? Or, qu'en est-il dans le texte qui nous est soumis? Un seul mode opératoire est à l'œuvre, toujours plus de répression et pas une ligne sur la prévention. Et là, je vous le dis solennellement, Madame la Ministre, le terrorisme n'est pas de ces menaces que le droit peut définitivement éradiquer. Et pour cause, il échappe aux règles de l'état de droit. C'est pourquoi celui-ci n'aurait pas dû faiblir et c'est pourquoi il devrait se donner les moyens de l'éradiquer autrement en allant aux sources de sa formation, aux racines du mal. Les propositions faites à l'Assemblée nationale pour lutter contre le financement du terrorisme n'ont pas été retenues par le gouvernement et nous le déplorons amèrement. Car oui, je le répète pour une énième fois, le terrorisme se nourrit de la guerre, du pétrole et du trafic d'armes. Il faut enfin dénoncer le rôle trouble des puissances régionales comme la Turquie, l'Arabie saoudite et le Qatar, mais aussi le rôle scandaleux de certaines entreprises françaises telles que le cimentier Lafarge. Nous le répétons depuis le congrès de Versailles du 16 novembre 2015. Il faut rapidement repenser les choses et cesser d'agir peut-être en ordre dispersé. Une large coalition internationale sous mandat de l'ONU doit être mise en place avec la nécessité, au-delà du combat contre Daesh, l'ambition de reconstruire ces régions, permettre d'établir une paix durable et ainsi le retour de milliers de réfugiés. Sans cette perspective, pas d'issue au terrorisme. Enfin, sur le plan national, il faut refonder le vivre ensemble. D'un côté, l'accent doit être mis sur les politiques publiques de la culture, de l'éducation. Le tissu associatif doit être renforcé. Nos éducateurs, conseillers en insertion et probation, valorisés. De l'autre, car nous ne sommes pas dans un discours angélique et antisécuritaire, nos forces de l'ordre, épuisées par l'état d'urgence, subissent depuis 2002 la politique du chiffre exacerbée ces dernières années. Je le dis avec force, leur rôle est aussi d'être au plus près de la population pour prévenir et lutter contre les crimes, les délits, mais aussi toute forme de radicalisation en récupérant les renseignements à la source. En ce sens, et vous le savez, Monsieur Grosdidier, nous sommes à l'initiative d'une proposition de loi visant à rétablir, à réhabiliter même la police de proximité que nous soumettrons à l'examen de notre Assemblée avant la fin de l'année. Mes chers collègues, l'heure est grave. À l'issue de cette séance, ces modifications législatives d'ampleur seront définitivement adoptées. Des mesures d'exception, telles que la possibilité pour l'autorité administrative de décider de l'instauration d'un périmètre de sécurité, de la fermeture de lieux de culte, de perquisitions administratives et d'assignation à résidence, seront gravées dans notre droit commun. En votant une énième fois contre ces mesures, contre cette dernière mesure du projet de loi, mouture du projet de loi, nous refusons de choisir en toute responsabilité de répondre à la terreur par la peur, à la menace de nos libertés par moins de liberté, et nous resterons extrêmement vigilants quant aux applications qu'on sait déjà néfastes de ces mesures. Merci, chers collègues. Et maintenant, la parole à Monsieur François-Noël Buffet pour le groupe Les Républicains et une durée de 8 minutes, chers collègues. Merci. Oui, Madame la Présidente, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelques observations. Il y a tout juste 3 mois, jour pour jour, nous évoquions ici la pilule empoisonnée du terrorisme. Le principe de réalité nous oblige à constater que la menace perdure. Malheureusement, les dernières semaines viennent de nous le rappeler et nous ne saurons avoir cet après-midi ne pas avoir une pensée évidemment pour les victimes de l'attaque à l'aide d'une voiture bélier contre les militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret le 9 août, de l'attaque au couteau dans une station de métro à Paris le 15 septembre et bien plus récemment de l'attentat de la gare Saint-Charles, à Marseille le 1er octobre dernier. Et dans le même temps, vraisemblablement, nous l'avons appris d'ailleurs très récemment,
plusieurs attentats ont été déjoués grâce aux missions ciblées et continues de nos forces de renseignement que je tiens, en votre nom, à saluer tout particulièrement cet après-midi. Bien sûr, l'état d'urgence a vocation à rester exceptionnel et temporaire, justifié par la persistance d'un péril imminent au caractère diffus et violent. Le gouvernement, Madame le ministre, ne semble pas considérer que les conditions sont aujourd'hui réunies pour proroger à nouveau l'état d'urgence décrété au lendemain de l'attentat du Bataclan. Je ne saurais vous cacher, à vous tous, mes chers collègues, que notre groupe s'interroge très profondément sur cette option choisie par le gouvernement, mais il est, il faut aussi le dire, de la responsabilité de l'exécutif. Vous avez décidé de présenter un texte qui fera dans quelques instants le droit commun. Ce droit commun sera renforcé, puisé d'ailleurs très majoritairement dans le travail qui a déjà été fait à travers le texte de 2016, notamment, tout particulièrement, qui a renforcé les moyens donnés à nos services de police et bien d'autres sujets. Ce texte qui deviendra le droit commun, la majorité, le groupe auquel j'appartiens et la majorité sénatoriale ne le rejettent pas. Elle l'accepte. Elle l'accepte, bien sûr, mais avec les convictions qui sont les siennes. C'est-à-dire que le droit commun ne peut pas être dérogatoire par définition au principe auquel nous sommes attachés, qui est celui de la liberté individuelle ou des libertés publiques, et qu'il faut donc que ce droit commun, exceptionnel soit-il, soit cadré et soit tenu. C'est ce qui a été le travail du Sénat et de notre rapporteur singulièrement, que je tiens à saluer à cet instant. Alors, nous allons voter cette loi en ce qu'elle consolide le droit contre le terrorisme. Notre groupe a d'ailleurs pris une grande part dans ces évolutions. Je viens de le dire, notamment à l'occasion du vote de la loi du 3 juin 2016, qui a repris pour l'essentiel la proposition de loi que M. Philippe Bas avait proposée dès le mois de février de la même année. Nous tenions effectivement à apporter des outils juridiques et techniques permettant de répondre au manque manifeste de moyens et de procédures constatés après les attentats de 2015. Je ne veux pas reprendre la liste exhaustive de tous les points. Il y en a au moins 7 sur lesquels j'aurais souhaité vous dire des choses. Je vais peut-être le faire rapidement. Pour plus d'efficacité dans la répression des actes terroristes et de la grande délinquance, nous avons créé 2 nouveaux délits terroristes. Le délit d'entrave au blocage des sites incitant à la commission d'actes terroristes et le délit de consultation habituelle de tels sites. Nous avons assuré l'exécution plus rigoureuse des peines, que nous avons allongée pour la période de sûreté de 22 à 30 ans. Nous avons apporté une meilleure détection et prise en charge de la radicalisation. Nous avons imposé le suivi socio-judiciaire. Nous avons renforcé l'efficacité des investigations judiciaires et nous avons adapté les techniques d'enquête existantes. Nous avons augmenté les pouvoirs de police administrative et du parquet. Nous avons élargi les facultés de recours aux perquisitions nocturnes dès le stade de l'enquête préliminaire ou en cas de procédure de flagrance. Nous avons permis au parquet, nous avons élargi les possibilités, les facultés de recours à des nouvelles techniques d'enquête qui étaient jusque-là réservées aux juges d'instruction. Nous avons permis la saisie de courriels à l'insu de la personne, l'utilisation des MC catchers, la sonorisation des lieux privés et la captation à distance des données informatiques. Nous avons renforcé les règles de contrôle d'identité. Nous avons autorisé la retenue de 4 heures de la personne contrôlée. Le groupe pour qui je parle cet après-midi continue de soutenir les textes qui dotent l'État de pouvoirs supplémentaires dans la lutte contre le terrorisme et la grande délinquance, et notamment ce texte qui va créer de nouveaux pouvoirs de police permanents dans le droit commun afin de répondre à l'exigence impérieuse de sécurité et de protection de nos concitoyens. Certaines mesures que vous nous proposez sont inspirées de l'état d'urgence, je le disais. L'instauration de périmètres de protection, la fermeture administrative des lieux de culte, la création de mesures individuelles de surveillance, ainsi que les visites de domicile et les saisies. Avec ce texte, l'État sera doté de moyens forts donnés à nos forces de sécurité, à nos services de renseignement. Ce texte, mes chers collègues, permet, je l'espère en tous les cas, nous l'espérons collectivement, j'en suis convaincu, un niveau élevé de protection contre le terrorisme. Mais il permet aussi de consacrer le fait que le Sénat a voulu rester le garant des libertés fondamentales. Et je souhaiterais d'ailleurs sur ce point saluer le travail qui a été fait par le rapporteur ainsi que la commission des lois, bien évidemment, mais aussi dans le cadre de la commission mixte paritaire que j'ai eu l'honneur de présider. À la fois
en limitant le champ d'application de cette loi afin de prévenir des actes de terrorisme, notre législation de droit commun diffère de l'état d'urgence qui peut être mis en œuvre pour tout motif de sécurité publique. En introduisant cette fameuse clause d'autodestruction imposant une limite de validité au 31 décembre 2020 des 4 mesures emblématiques du texte, le Sénat a programmé l'obsolescence d'un droit nécessaire à un moment donné de l'histoire. Enfin, en accroissant le contrôle parlementaire au moyen d'une information sans délai du Parlement, ainsi que la remise annuelle d'un rapport détaillé au Parlement sur l'application des dispositions les plus attentatoires aux libertés, cette loi renforce quelque part notre démocratie. En renforçant le contrôle du juge, pour la mise en œuvre des dispositions importantes, nous rappelons là le rôle primordial du juge judiciaire en tant que garant des libertés individuelles, et en introduisant des mesures de prévention au respect du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, comme à l'accès indirect aux fichiers PNR ou la limitation des contrôles aux frontières. Le Sénat s'impose comme le gardien d'un équilibre démocratique précieux dans un État de droit auquel nous sommes attachés, sans pour autant se démunir des moyens absolument nécessaires pour lutter contre ce fléau du terrorisme. Vous l'avez compris, le groupe votera ce texte, bien évidemment. Reste un point sur lequel je voudrais conclure. Cet après-midi, le Président de la République doit s'exprimer sur les moyens qu'il souhaite donner en termes de sécurité à notre pays. Gageons qu'il sera à la hauteur des enjeux. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Nathalie Goulet pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, oui, c'est peu. Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier Philippe Bonnecarrère de m'avoir donné un peu de son temps de parole. À ce stade du débat, Madame la Ministre, je voudrais juste vous faire quelques observations. J'ai été la première dans cette maison en juin 2014 à demander une commission d'enquête sur les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes. Malheureusement, ces travaux ont été utiles et tellement utiles qu'on a voté tant de lois depuis 2014. Notre arsenal juridique est quand même extrêmement complet. On le complète encore aujourd'hui. Est-ce qu'il sera suffisant pour venir à bout du terrorisme aux 1000 entailles qui atteint aujourd'hui l'Europe? Je n'en suis pas certaine. Je n'en suis pas certaine. Nous sommes dans une guerre de l'obus et du blindage. Nous sommes dans la réaction systématique. Et aujourd'hui, nous multiplions les contrôles, nous multiplions les textes sur le renseignement. Je vous indique quand même par parenthèse que les décrets d'application de la loi sur le renseignement sont toujours pas sortis et que donc nous avons voté en urgence un texte dont une partie des décrets sont toujours pas en application. Nous multiplions les ingérences dans la vie privée. Mais vous privez, Madame le Ministre, les communes d'un élément essentiel de contrôle de leur population, qui sont l'élaboration des cartes nationales d'identité, aussi les autorisations de sortie du territoire, et vous vous opposez systématiquement aux demandes de nos collègues alsaciens d'étendre au territoire national le certificat domiciliaire, qui serait un moyen pour les élus de connaître les gens qui sont sur leur territoire. On nous demande d'avoir plus de sécurité, on nous demande moins de moyens. Vous surveillez les mosquées, mais rien n'est pris aujourd'hui comme élément pour former les imams et les aumôniers en France. Tout le travail qui a été fait par Bernard Cazeneuve avec l'instance de dialogue n'a aujourd'hui apporté aucun écho. Nous n'avons absolument pas avancé. Donc tous les spécialistes savent que la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Tous les spécialistes savent aussi qu'il faut fermer les lieux de culte quand ils profèrent des discours contraires aux lois de la République. Mais en même temps, où en est-on de ce travail fondamental de la formation des imams et des aumôniers en France? Vous comprenez bien que tous ces imams détachés des pays d'origine constituent autant de risques. Certes, par exemple, le Maroc et l'islam du juste milieu, mais vous avez bien vu la part de cet imam marocain dans l'attentat de Barcelone. Qu'en serait-il aujourd'hui si une chose pareille arrivait en France? Madame le ministre, nous devons absolument avancer sur ces éléments. Et oui, je partage ce que vous avez dit, Éliane Assassi, il faut absolument travailler sur la prévention. Que va-t-on faire des 12 000 personnes radicalisées signalées à l'UCLAT? Que va-t-on faire aujourd'hui des officines de formation ou de prévention de la radicalisation qui sont quand même un peu mieux surveillées grâce à l'article 4 ter bis que nous avons introduit grâce à Catherine Troendlé et moi-même à propos d'un amendement qui a été certes un peu modifié par l'Assemblée nationale mais qui néanmoins demeure.
Madame la ministre, aujourd'hui, il faut de l'argent pour Europol, il faut de l'argent pour Frontex, il faut mettre en place un PNR efficace, il faut former les imams et les aumôniers en France, il faut maintenir l'UCLAT dans son identité, cette unité centrale de lutte antiterroriste qui est tellement efficace et qui travaille tellement bien. Madame la ministre, en réalité, la lutte contre le terrorisme, nous en verrons les éléments essentiels dans quelques semaines au moment de l'examen du budget. Et notre collègue Buffet l'a très bien dit, ce sont les moyens qui vont être importants. Il faut mettre des moyens au service de la police, il faut mettre des moyens au service des renseignements, il faut mettre des moyens en hommes et en matériel. Et il faut absolument se saisir de la question de la lutte contre la radicalisation et de la prévention, sans lequel nous allons continuer à nourrir ces gens. Et je voudrais, pour terminer, vous faire une proposition qui était peut-être un peu iconoclaste, mais finalement, pourquoi pas, nous sommes entre nous. Que va-t-on faire des djihadistes qui vont revenir de Raqqa, aujourd'hui que Raqqa est libéré? Je pense qu'il faudrait réfléchir à quelque chose qui ressemblerait à un tribunal pénal international, parce que finalement, nous avons un tas de djihadistes européens. Nous ne pouvons pas les ramener sur nos territoires, nous devons les juger. Je pense que ce que Florence Parly a dit en termes d'élimination ciblée, c'est ce que tout le monde pense tout bas et qu'elle a dit tout haut. Je crois qu'à force de prôner les valeurs de la République, on serait quand même bien inspiré d'instaurer un tribunal pénal international pour pouvoir juger ces terroristes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je mets donc aux voix l'ensemble du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE sur l'ensemble des conclusions de la commission mixte paritaire. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Tout le monde est en place. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 1 sur l'ensemble du projet de loi. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 339, nombre de suffrages exprimés 266, pour l'adoption 244, contre 22. Le Sénat a définitivement adopté. Voilà donc pour le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme. Le Parlement a définitivement adopté ce texte qui doit prendre le relais d'état d'urgence au 1er novembre. Après donc un ultime vote du Sénat, vous l'avez vu, les communistes ont voté contre et les socialistes se sont abstenus. Alors au centre de ce texte controversé figure le renforcement des pouvoirs de l'autorité administrative pour assigner quelqu'un non plus à résidence mais dans un périmètre au minimum égal à la commune pour réaliser des perquisitions, pour fermer un lieu de culte ou encore faire des contrôles d'identité aux frontières, le tout sans feu vert judiciaire, excepté pour les perquisitions. Alors le Sénat a tenu, vous le savez, à mettre en place des garde-fous pour préserver les libertés, avec en particulier la clause d'autodestruction, une clause qu'ils ont étendue à toutes les mesures restrictives de liberté. Vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.